that allow for more private sector investments, both from domestic investors as well as from international investors. So without further ado, I'll invite my colleague João Cunha, coordinator of the Sustainable Energy Fund for Africa, to tell us a little bit more about what CEFA does concretely. Thank you very much, Daniel. And I guess the Vice President already said a lot, right? You provided a very good summary of CEFA, so there's probably very little to add, but I'll try to illustrate with a bit more color. Let's get this started. Slides, please. Could we please have the slides? Okay, thank you. Right, try to summarize CEFA in 5 minutes. There's a lot of detail, there's lots of richness. It's an initiative that has been rolling for over 13 years now. It has 2 lives. The first life was between 2012 and 2019, was primarily operating as a technical assistance facility, doing project preparation and some enabling environment support. But it's really ramped up in 2020. It became a blended finance facility. It received significant and very large tickets from donors, and we were able to then pivot towards investing in projects and not just sort of providing technical assistance. So I think we've heard about SDG 7 and Mission 300. So let's emphasize the fact that CEFA is AFDB's strategic blended finance facility to unlock private investments in Africa's energy transition. It is currently capitalized at 600 million or thereabouts. It is set up as a multi-donor trust fund or special fund managed by the African Development Bank with a dedicated team, and is providing catalytic financing instruments to both large utility-scale projects, but also to emerging decentralized renewable energy technologies, projects, and platforms. It operates across 3 thematic areas, or 3 strategic pillars, if you will. The first one is what we call green baseload, but is effectively about power systems in the African continent. And it's about supporting the penetration of renewable energy while addressing aspects of variability, which are common with wind and solar as variable resources. So it has a strong focus on stability and on flexibility in power systems while phasing out fossil fuels. So it is really about providing an alternative to fossil fuels and about decarbonizing the power system. The second strategic pillar is green mini-grids, which is effectively our energy access pillar, and it's about providing electricity access in underserved areas, normally rural and peri-urban, through independent grids or isolated grids managed by the private sector. So here there is a strong emphasis in promoting new rural electrification business models using private sector capacity, ingenuity, capital. The last pillar is energy efficiency. This is about optimizing the use of renewable energy, since it needs to be sort of really used in an effective manner, because it's not always available. Wind is not always available. Solar is not always available. Hydro may not always be available. So it's really about optimizing and doing so by not just policy interventions, but also the promotion of efficient appliances, emerging appliances businesses like clean cooking and e-mobility. The scope is threefold, and it goes from both upstream support to investments. And the next slide should speak to that. Is it going there? All right. So we do have a broad toolbox of instruments
and a holistic approach to unlocking private investments. And by holistic, we mean we can intervene across the various segments or across the value chain, if you will, from upstream support to governments on policies, regulations, plans, all the way to investments in projects and investing in investments in platforms. So we use technical assistance grants, and that's our DNA. Historically, as I mentioned earlier, we were a technical assistance facility. So this is something we've mastered. This is something we can do very well, and we have quite a sizable portfolio in this regard. And through TA, we've been really pioneering a new generation of programs and facilities to address some of these upstream gaps, to do project preparation. So we understand that pipeline in the continent is still lacking, and there's a need for an extra push to bring projects to bankability. Then we have equity and quasi-equity instruments, and here the objective really is to provide an element of de-risking for commercial investors. And again, we're coming into the theme of today's event, and hopefully we'll hear more about it. But it's really about sort of providing junior tranches, first loss capital, and we've done so in a number of funds, investment funds and platforms, which are targeting nascent markets, like clean cooking, for example, mini-grids, energy access, and we'll see more about it in the next slides. And then the last piece, or the last set of instruments, is the debt instruments, senior and mezzanine, priced concessionally, and these are often deployed to close viability gaps, to improve the risk and return proposition for commercial investors, to calibrate the project economics, to make sure that these projects are viable and bankable. All right, so let me just run through some very quick examples. So on the upstream support, I talked about programmatic approaches to technical assistance. There are three here that we're quite fond of. One is the Africa Energy Transition Catalyst. This is to support countries in developing their energy transition agendas. So there's an element of planning, support with planning of capacity development on, energy transition topics or renewable energy topics, but also of project preparation. And there's a significant amount of work that is now being ramped up on, for example, transmission and distribution, which is a critical enabling piece for the integration of more renewable energy. Then we have the African Mini-Grid Acceleration Program, which is also supporting countries in designing bankable mini-grid scale-up programs to bring in the private sector. So that includes also elements of policy, of regulations, some feasibility work, but also design of subsidy programs. And last but not least, we have a program that we call the Africa Hydropower Modernization Program, and this is about bringing an aging hydropower fleet that we are seeing in the continent to the 21st century, bringing all these legacy assets that are over 30 years old. And we've done a study with the International Hydropower Association, and we discovered that about 50% of the hydropower fleet in Africa is over 30 years old, so it's in need for some rehabilitation, some modernization, and the idea is to use these legacy assets, integrate with wind and solar, bring the latest digital technologies, refurbish the turbines, and really sort of give them a new lease of life without having to incur high financial and environmental and social costs building, greenfield assets in hydropower. Moving on the catalytic, on the sort of equity side, and some of the junior equity investments we've made in recent years have targeted nascent markets. We've helped new funds, new investment platforms raise additional commercially priced capital, either from DFIs or from private investors, to new market segments. So we have clean cooking. We anchored the first
dedicated commercial clean cooking fund. We've also anchored the first debt fund for energy efficiency businesses, and we have Signum Capital, and Clemens will probably tell us a bit more about it. I would say that one of our sort of favorite platforms that has really delivered has been the Facility for Energy Inclusion, which is a large debt platform for small-scale renewables, providing very flexible and bespoke instruments to really move the needle on financing of CNI projects, mini-grids, small IPPs, and obviously solar home systems. And on the debt finance side, as mentioned earlier, it's been really about closing viability gaps, primarily in project finance structures. And we've done that across sort of different sort of objectives. For example, in the case of Gabon, which is a hydropower plant, there's nothing sort of innovative about
le Also a big supporter pacte pour l'investissement en Afrique partnerships, whether in South Africa or Senegal, but also in other countries. et vous So investissez maybe au Mr. Sénégal et dans what d'autres are the pays. priorities of the new Pouvez-vous government? We are all nous aware that a new dresser government has just l'aperçu des come priorités du into gouvernement? office. I think we would really be keen to hear Nous about the priorities of aimerions the new German en entendre government when it comes davantage to the sur aspect les of priorités du private sector capital gouvernement in pour support ce of energy qui est transition on the island. des investissements du secteur privé. Thank you very much. I don't know if I Ne- know on the camera, but is that working? Probably not. I need an engine here. Thank you very much. I think that's working. Thank you very much. First technical problem of the morning. Merci, Thank you merci, for désolé pour the ce problème question. technique. Also, Merci pour cette question. I think there is a continuity. Je pense qu'il y a une continuité entre le development. développement et Because l'action one du thing is gouvernement crystal parce clear, que we need c'est une investment chose in d'avoir besoin the d'investissement most modern technology available on the et continent, dans and les this means technologies les plus avancées sur that's le good for gouvernement. reaching out to the Nous various areas, to the en avons remote besoin areas, pour toucher tous but it's les also domaines, mais providing, as you were cela nous donne giving us également, the examples with your figures, is providing comme vous l'avez the présenté dans les energy, chiffres or could que vous avez provide the montrés, energy the continent is definitely in need for. So we think it's a clever thing to que nous invest avons in un impact the significatif front-runner sur le technology continent. and not in all technology. That's Nous something which I investissons dans les think is technologies continuous et il conviction of the s'agit government. d'un engagement continu du gouvernement. Comme vous le savez, et comme cela a été mentionné par le vice-président Kariuki, il y a les besoins en matière d'investissement sont énormes. Nous avons besoin également des investissements du secteur privé. Nous avons besoin de toutes les ressources nécessaires pour passer à l'échelle, pour d'avoir des prêts concessionnels, tous les instruments nécessaires pour catalyser les investissements du secteur privé pour investir dans la viabilité des projets. Nous avons un environnement plus large qui permet qui est propice aux investissements du secteur privé. Donc je dirais qu'il faut de l'engagement envers le secteur, mais envers le continent également. Et c'est à nos entreprises de prendre cet engagement. Nous avons besoin d'investissements dans les énergies durables, renouvelables. Il s'agit de la charge de base, nous avons de l'environnement, du cadre réglementaire, de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'intégration de différents réseaux, des systèmes hors réseau également. Il s'agit également des tarifs, des réglementations. Il y a énormément de sujets sur lesquels nous devons collaborer pour permettre de mettre en place un environnement propice aux investissements du secteur privé et pour permettre au continent africain de disposer de cette énergie durable. Merci. Vous pouvez peut-être garder le micro. Je voudrais revenir d'abord sur un point. Nous sommes rassurés d'entendre qu'il y a un engagement continu et que cette question reste une des priorités du gouvernement allemand. J'aimerais souligner un point. L'Allemagne est un bailleur très important de CEFA et nous apprécions grandement le soutien sans faille de l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'action de CEFA? Est-ce que CEFA pourrait en faire davantage pour catalyser les investissements du secteur privé? Oui, je pense que CEFA a déjà fait énormément d'actions positives. Nous le voyons et vous avez soutenu vous avez fourni des efforts de soutien en
matière understand de the project, we can have connaître a support for the l'assistance countries technique to make things happen on the ground. et vous avez What we permis need now is what I de would say réaliser CEPA is énormément sur le also terrain. Nous avons besoin à funded in présent, one of my papers. It's a fund for the funds. comme vous le savez, CEPA est un fonds pour les fonds. Il doit donner des mesures incitatives pour encourager les investissements du secteur privé, mettre en place un environnement propice et nous devons leur fournir le soutien nécessaire pour permettre de réaliser les actions concrètes sur le terrain. A offert énormément au cours des dernières années. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons passer à l'échelle et nous engager davantage afin que tous les bailleurs, tous les investisseurs puissent nous rejoindre et en faire davantage. Comme je l'ai mentionné, nous devons most modern technology available on the planet, and that is investing in mettre l'accent renewable sur alternative les energies, in technologies les efficiency, plus in grids, modernes. in Donc il creating s'agit environments d'énergies which qui are soutiennent l'efficacité necessary on that. énergétique. I think that's something Et CEPA c'est une is chose known for and pour laquelle should be CEPA known est also in connue the future. et devrait continuer d'être connue pour ses actions dans ce secteur. Merci. Donc, votre opinion sur la manière dont CEPA catalyse les efforts, les investissements et les différents véhicules. Je m'adresse à présent à vous. Vous avez les bailleurs les plus importants. Est-ce que vous pouvez nous souligner les différents défis que vous avez identifiés en matière de capital privé et également pouvez-vous partager votre perspective sur le sujet? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. En faveur du climat et nous catalysons donc les investissements financières et le développement. Donc les acteurs du secteur privé et les institutions financières de développement. As I said, we've done that with 3 funds, and our 4th fund, which is also funded by this, will be doing the same. We'll hopefully reach the first close with sort of Friends and Family, which will be private, and then the DFI's further private money will follow. I think the thing that we find in our experience prevents or makes it more difficult for institutional and private capital to come in is a lack of knowledge and experience in the space. We are based in South Africa primarily, and that market has been quite developed in alternative investments. A lot of the mature en termes d'alternatives de financement. Nous avons essayé d'organiser des formations, des ateliers avec d'autres fonds de pension dans la région et nous devons continuer à mettre l'accent sur cela. Nous en avons tenu un cette semaine d'ailleurs. C'est important pour les fonds de pension et les fonds institutionnels de mieux comprendre les risques. Et cela fait partie de la question. Il y a un manque de connaissances, un manque de
budget, donc le budget limité pour la formation. Nous pouvons débloquer des financements pour ces formations et renforcer les équipes et l'offre en formation. Il faut qu'il y ait un partage de connaissances en Afrique et dans le reste du monde. Encore une fois, nous devons partager des ressources parce que l'Afrique ne pourra en bénéficier que si nous collaborons et c'est quelque chose d'utile et de notre expérience, cela permet de débloquer de la valeur pour tous. Et bien entendu, nous avons la liquidité et le retour sur investissement qui demeure une préoccupation. Les fonds de pension et les fonds institutionnels ont une aversion beaucoup plus élevée au risque. Et c'est là qu'interviennent les institutions financières de développement pour débloquer des financements et le soutien au marché secondaire. Il y a énormément d'actifs disponibles dans ces secteurs et une marge de croissance du marché. Nous avons également le dialogue politique qui est un point majeur. Et nous avons également le marché de prise de participation. Nous devons continuer le plaidoyer auprès des gouvernements. Nous devons mieux comprendre l'espace et le profil de risque. Nous devons développer des cadres réglementaires qui soutiennent les actions orientées vers le développement. Nous avons également besoin de davantage de cas de succès. Nous devons faire preuve de transparence et être réalistes sur nos accomplissements en Afrique. Cela crée davantage de confiance de la part des investisseurs et nous devons continuer sur cette lancée. Pour résumer, il y a énormément d'attention vers l'Afrique en ce moment, il y a énormément d'opportunités et les institutions financières de développement sont dans une position difficile. La conjoncture est en pleine évolution. Nous avons besoin que les institutions investissent davantage et doivent fournir un soutien secondaire dans cet espace. Et ensemble, je pense que nous pourrons bâtir un continent propice pour les générations futures. Merci Hélène d'avoir soulevé ces questions très pertinentes et importantes, surtout sur le fait de s'assurer que les fonds de pension, les investisseurs dans les fonds de pension comprennent bien le marché, cernent les opportunités et aient une bonne évaluation des risques. Il est également important il est important de mentionner également le dialogue politique, comme vous l'avez mentionné, en l'occurrence la mission 300. Il y a un pacte donc, qui met en lumière les ressources en matière d'investissement et c'est l'apport, la contribution de la Banque africaine de développement et d'autres institutions financières de développement. Vous avez mentionné, il y a différents cas, notamment en Afrique du Sud, et il y a un effet de réplique dans d'autres pays du continent. Je vais me tourner à présent vers Derek et vers le Nigeria, qui est un pays très important dans le continent. Derek, vous travaillez avec Yaron et Arif et vous travaillez sur la mobilisation des investisseurs locaux. Vous essayez d'inclure les fonds de pension au Nigeria dans des structures de financement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites et mettre en lumière comment les investissements dans CFA vous aident dans ces conversations à lever davantage de capitaux locaux? Merci beaucoup. Donc, Hiram et Harit est une infrastructure de gestion de prise de participation. Nous existons depuis 12 ans maintenant. Et la mission était de capitaliser les investissements locaux. Nous avions 25% de prise de participation des fonds de pension locaux, mais il y avait également, nous avons beaucoup appris depuis la création de ce fonds.
nous avons appris des leçons qui nous ont forcés à aller au-delà des activités du fonds et d'étudier de quelle manière étaient affectées nos activités du point de vue des pensions. Donc je dirais que à présent, nous souhaitons multiplier notre prise de participation par 5. Et la question clé, c'était vraiment d'écouter les investisseurs locaux. Nous avons dû tirer des leçons de ce qui se passait, ce que nous observions du marché. Nous devions comprendre que la prise de participation pour les fonds en dollars, notamment, affecte la balance commerciale, notamment lorsque, comme nous avons observé au cours des 10 dernières années au Nigeria, nous devions également, comme nous l'avons dit plus tôt, il y a énormément de leçons que nous devons apprendre. Nous devons notamment apprendre davantage sur le profil de retour sur investissement. Vous devez vraiment bâtir un pont entre ce à quoi les investisseurs sont habitués et ce qu'il est nécessaire de faire. Donc vous devez également comprendre les risques sous-jacents. Nous devons reconnaître que lorsque vous prenez en compte des projets sur l'énergie solaire à plus petite échelle, comment est-ce que nous pouvons également penser la structure des capitaux dans un marché aussi volatile afin de ne pas donner une mauvaise impression aux investisseurs. Donc tout cela permettait de mettre en lumière différents aspects du risque et les deux formes de financement mixte étaient une solution que nous avons dû adopter. Nous avons à la base de tout cela la collaboration. Il y a des risques qui ne pouvaient pas être absorbés par un seul partenaire catalytique, mais un ensemble de partenaires. Et CEFA avait un rôle critique à jouer. Avec la participation de CEFA dans notre fonds, nous avons été en mesure de fournir tout d'abord la protection, cela fournit un confort additionnel aux investisseurs pour investir dans des projets d'infrastructure. Donc il y a une appétence croissante à la participation dans les projets d'infrastructure. Et lorsque vous prenez les fonds de pension, ils sont à présent équipés pour investir dans les communautés dans lesquelles elles sont présentes. Et la question majeure, c'est que cela a été fait de manière indirecte en se tournant vers les obligations d'État. Et lorsque vous prenez en compte l'efficacité de la capacité, il n'y a pas besoin de mettre à l'échelle cela avec le secteur privé. Et donc ce que nous essayons de faire avec les partenaires comme CEFA, c'est de faire le plaidoyer pour accroître la prise de participation des fonds de pension locaux ou dans des projets d'infrastructures qui ne sont plus à présent des options, mais un besoin majeur. Merci Derek. Merci d'avoir souligné les leçons tirées de votre premier cycle d'investissement. Et cela rejoint ce que Malin a dit un peu plus tôt, de l'importance de mettre en lumière des cas de réussite, l'importance de mettre en lumière ce qui a fonctionné par le passé. Et c'est toujours important de partager ces histoires. Merci également d'avoir soulevé un changement que nous observons, donc la décentralisation des investissements. Et si vous avez une seconde, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le fonds actuel que nous levons aura la flexibilité de lever des financements en dollars et en naira dans les projets. Et c'est le cas de manière générale pour les infrastructures. Ils auront une composante locale ainsi qu'une composante en devise
Et il y a deux choses, donc une au niveau du risque à la balance commerciale et ensuite nous avons également l'environnement propice pour la participation à la chaîne de valeur. Donc plus vous êtes en mesure de fournir du financement en devise locale, cela permet d'avoir un flux qui retourne dans l'économie locale. Merci, nous avons eu l'opportunité d'avoir un aperçu du marché du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Je vais à présent me tourner vers Africa 50. Chipedi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle d'Africa 50 dans, dans les activités, donc d'aborder les goulets d'étranglement et d'appuyer les projets afin de les rendre bancables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment CFA a soutenu vos activités en matière de mobilisation d'investissement pour les infrastructures en Afrique? Daniel, est-ce que vous pouvez me permettre de prendre quelques secondes pour présenter Africa 50? Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes une gestionnaire d'actifs panafricains et la différence, c'est avec nous, c'est que nous nous positionnons en tant que fonds pour l'Afrique et par les Africains. Nous avons 37 parties prenantes, dont 33 sont issues de pays africains et des institutions et tout le monde, africaines, et tout le monde a parlé de l'importance de la participation des pays africains dans les activités. Nous avons la Banque africaine de développement, nous avons également 2 banques africaines, nous avons également la Banque de coopération pour l'Afrique du Sud. C'est le fonds de pension le plus important en Afrique du Sud. Et comme ce que Daniel a dit est très important, tout d'abord, comment est-ce que nous allons combler les lacunes en matière de financement en Afrique et dans une seconde position, comment est-ce que nous comblons le déficit en matière de financement en Afrique? Comment est-ce que nous pouvons nous préparer afin de rendre les projets bancables? Comment est-ce que nous utilisons les ressources et pour susciter davantage de financement? Et Daniel, une des choses que je souhaiterais aborder, Derek a parlé des investisseurs institutionnels. Donc, l'un des premiers fonds que nous avons mis en place, c'était un fonds d'accélération du financement et nous avons pris ce que nous avons appelé la stratégie pour l'Afrique parce que si les institutions financières africaines n'investissent pas dans le continent, où est-ce que nous allons obtenir ces financements? Donc, nous sommes très intentionnels sur ce sujet. Nous avons une deuxième clause qui s'élève à 277 millions de dollars qui proviennent de plusieurs investisseurs, dont 27 sont issus des pays africains. Nous avons des fonds de pension, nous avons le fonds souverain du Nigeria et différentes institutions bancaires. Donc pour nous, et comme Maline l'a dit, c'est important. Il est important que le plaidoyer se poursuive, que nous puissions mobiliser les 1,3 milliard de capitaux en faveur du continent africain. Nous avons levé différents fonds. Le second dont Daniel a parlé, c'est l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Et nous avons reçu le soutien de différents acteurs présents dans ce panel qui ont vraiment participé à la création de ce fonds. Nous avons réalisé que si nous pouvions soutenir les institutions pour atteindre le net zéro et
soutenir l'accès à l'électricité sur le continent. L'objectif de l'Alliance pour l'infrastructure verte, c'est la phase de préparation de projets et de développement de projets. C'est la partie la plus difficile parce que cela peut prendre des années. Nous avons parlé des transactions qui peuvent prendre 10 ans pour aboutir et notre continent ne dispose pas de 10 ans. Nous n'avons pas 10 ans donc pour attendre davantage. Est-ce que vous allez me payer pour ce que je suis en train de dire? Je devrais obtenir une commission. Donc, la CFA joue un rôle majeur pour l'accès au financement concessionnel et BMZ à travers le gouvernement allemand est également un partenaire crucial. Donc le développement de projets, c'est tout récent, c'est difficile. Les institutions financières de développement ne sont pas habituées à cela, donc c'est vraiment il s'agit vraiment de rassembler toutes les parties prenantes, leur expliquer ce que nous essayons de faire, les obstacles, et vraiment c'est l'essence du financement mixte, rassembler les investisseurs et également les philanthropes et réfléchir à comment utiliser le financement mixte pour réduire le risque. Étant donné que nous prenons des risques à l'étape initiale et les chances que ce projet obtienne de financement sont très faibles et c'est ce que nous avons fait. Donc utiliser CFA pour catalyser les investissements institutionnels et l'utiliser comme tampon pour réduire les risques. Donc, cela permet de mettre un tampon pour attirer les investisseurs institutionnels et sans cela, nous n'aurions jamais pu atteindre l'étape où nous en sommes de mobiliser bientôt 130 millions de dollars supplémentaires. Tout d'abord, félicitations pour le fonds d'accélération de l'investissement pour inclure davantage d'investissement institutionnel. La banque est une partie prenante majeure d'Africa 50 et nous souhaitons qu'elle connaisse davantage de succès à l'échelle du continent. Merci également d'avoir mis en lumière le succès de l'Alliance pour l'infrastructure verte et son rôle en matière de catalyseur pour les premières tranches d'investissement. Vous avez fait allusion au rôle de Signum et il serait intéressant de conclure cette première discussion sur l'action de Signum qui a financé différents véhicules d'investissement en collaboration avec CFA et la Banque africaine de développement. Vous avez également une perspective globale sur ce qui fonctionne en matière de tendance, en matière de financement mixte. Pouvez-vous donc partager avec nous vos perspectives pour catalyser davantage de financement à l'avenir? Merci Clémence. Je suis Clémence Kalik, je suis le PDG de Signum. Nous sommes spécialisés en matière de levée de mobilisation de financement. Nous travaillons avec la Banque africaine de développement et d'autres institutions financières de développement. Nous travaillons avec les gouvernements pour les aider à collaborer avec des institutions financières de développement pour capitaliser pour optimiser leurs activités. Nous
gérons environ 1,2 milliard de dollars et les fonds, nous avons des fonds de crédit et différents types de fonds qui sont tous des véhicules de financement mixtes. Nous essayons donc de tirer des leçons apprises et de les appliquer dans différents projets qui sont organisés à l'échelle du continent. Notre mission, c'est d'apporter les technologies propices et mon commentaire initial serait de dire que lorsque nous voulons attirer les capitaux du secteur privé, nous devons le considérer comme un processus continu. Les capitaux privés ne se manifestent pas dans l'immédiat, donc dès le début. Mais nous sollicitons également des financements publics. Nous investissons dans les projets. Nous prenons des risques en intervenant avec des sociétés, des institutions donc, qui sont jeunes, qui viennent de naître. Nous essayons de voir le résultat final et nous essayons de faire en sorte que le ressources sur le capital privé en Afrique puisse être octroyé et que les structures qui ont besoin de ce capital puissent y avoir accès pour des activités. Je suis d'accord avec ce qui a été dit concernant les différents types de capitaux. Nous voyons dans différents pays en Afrique, au Nigeria par exemple, un certain nombre de fonds et des institutions comme Africa 50 qui attirent des financements. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire pour accélérer, pour renforcer donc ce qui doit être fait. Ce que nous devons retenir, c'est que les infrastructures représentent un besoin clair pour les différents pays. Il y a des besoins qui s'expriment dans ce domaine, également pour l'éducation, notamment l'information, communication, mais il y a des obstacles qui limitent la participation des investisseurs institutionnels et pour qu'ils puissent intervenir sur le secteur panafricain. Et ils interviennent dans le cadre des limites des pays. Et il faudrait faire en sorte que les marchés soient interconnectés et cela représente un défi. Et il faut que les investisseurs institutionnels puissent voir ce qui peut être fait dans le domaine de l'énergie renouvelable et ceci sur la base de l'ensemble du continent. Et les efforts que nous devons déployer consistent à mettre en place des outils, des instruments qui permettent la participation des fonds de pension en Afrique et que l'on puisse trouver des solutions panafricaines. Si on arrive à trouver et mettre en place un modèle du point de vue de la mise en place de programmes et cela pourrait faciliter le déploiement de différentes sortes de stratégies et pour aider. Merci à Clément et merci d'avoir parlé des obstacles institutionnels, le rôle des fonds de pension, des régulateurs et autres au niveau
des gouvernements, de la mise en place de contacts de points focaux. Voilà, nous allons peut-être ouvrir le débat avec 3 intervenants. Clément, est-ce que vous pourrez peut-être parler un peu de l'inclusion financière? Nous essayons de voir comment assurer la transformation. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur cet aspect donc, pour alimenter ce que nous disons aujourd'hui? Nous avons mis en place donc cette structure qui a une structure qui permet donc d'attirer des fonds qui proviennent de différentes institutions comme la Banque africaine de développement. Il y a 10 ans, le FAD a lancé donc une structure avec différentes initiatives. Le mandat, c'est d'apporter l'aide pour le développement et apporter cela à des structures qui travaillent sur l'énergie renouvelable et sur des mini-réseaux pour faire en sorte qu'il y ait la décarbonation nécessaire dans le cadre des industries. Et en Afrique, quand nous avons lancé ceci en 2019, nous avons pensé que cela allait concerner de petites structures uniquement. Et une chose que l'on voit constamment en Afrique, c'est le changement avec de nouveaux défis. Et ce qui a commencé comme étant une initiative au niveau local est devenu quelque chose de décentralisé. Donc pour l'énergie, parce qu'il faut des liens entre des projets qui sont bancables, qui sont considérés comme étant bancables, qui doivent intéresser des banques commerciales et les institutions globales de financement et d'autres investisseurs. Et ce créneau-là, et ce lien est très important et il peut permettre de mobiliser beaucoup de ressources et c'est là réellement le 3.0. C'est un élément très important donc pour ce qui peut permettre d'attirer des capitaux additionnels par rapport à ce qui a été accordé déjà. Il faut donc s'appuyer sur les opportunités qui se présentent et partir du début dans ces structures et les aider à croître, à se renforcer pour pouvoir être financés par la suite de façon traditionnelle. Merci à Clément. Je voudrais savoir si nous avons 2, 3 interventions rapides ou questions, si vous pouvez intervenir de façon aussi interactive que possible. Est-ce qu'il y a des observations? Il y a une dame quelque part, deuxième rangée à gauche, et ici un collègue à la deuxième rangée, et puis quelque part au milieu, un troisième intervenant, parce que nous ne pourrons pas disposer de plus de temps que l'intervention de ces personnes. Présentez-vous très rapidement au début pour que nous sachions quelle institution vous représentez. Bonjour. Merci. Je représente une organisation de la société civile dans le cadre d'un projet mis en œuvre. Ma question, compte tenu du défi de l'endettement en Afrique et avec des projets donc, qui sont mis en œuvre au Ghana, Nigeria, quelles mesures spécifiques CFA et la BAD ont prévu
et pour rendre ces projets durables de telle sorte que les initiatives ne disparaissent pas et par la suite. Parce que souvent, quand la période de financement arrive à son terme, on se retrouve avec la fin du projet et beaucoup de gens vont souffrir de la disparition du projet. Voilà, et le monsieur donc, la première rangée, merci beaucoup pour les différentes interventions. On a parlé de l'importance de nouvelles technologies, la nécessité de la mener en Afrique. Le problème que nous avons concernant ces projets en Afrique, c'est que de nouvelles technologies ont besoin d'avoir des personnes formées et pour faire tourner donc ces initiatives par la suite. Et il faut donc faire en sorte qu'il y ait l'assistance technique nécessaire de telle sorte que les opérateurs, les techniciens puissent disposer de la formation nécessaire et que s'il y a des choses à importer, les produits chimiques, les technologies, les équipements et autres, que ceci soit fait. Et nous avons vu des projets s'arrêter parce que la technologie a fait venir des équipements qui ne peuvent pas être entretenus par la suite. Deuxième colonne sur la droite, le monsieur. Bonjour à tous, merci beaucoup aux panélistes. Moi, c'est Moro Jean-Jacques de la Fondation El Afissou. Je suis en Côte d'Ivoire. On a une visite de terrain actuellement au niveau des agriculteurs qu'on a financé, puisqu'on est une fondation, on a financé concernant la sécurité alimentaire. Donc, ces agriculteurs étaient financés, on leur a remis des semences et ils devraient mettre ces semences-là en terre concernant la culture de la tomate et de l'aubergine. Mais le problème de nos agriculteurs aujourd'hui, c'est avoir des points d'eau. Donc, ils ont demandé des forages d'eau. Est-ce que c'est possible d'avoir des partenaires pour pouvoir financer ces actions-là concernant des forages d'eau pour pouvoir aider nos agriculteurs? Merci. Merci beaucoup pour cette question. I think with that, cognizant of time, Et je pense que avec ceci, donc je vais redonner la parole au membre du panel. Prenez sur les questions. Donc, ce qui a été dit concernant les opérations de maintenance, eau, énergie, la relation, voilà. Prenez la parole et réagissez 20 secondes tout au plus ce que CFA doit faire au cours des années à venir. Voilà, nous allons commencer du côté opposé cette fois-ci. Yeah, thank you. So I'll take the Oui, question je vais on prendre la question the stop stats on projects sur to vulnerable communities. les projets au profit de communautés vulnérables. More vulnerable than they were before that. Et quand les projets disparaissent, les communautés sont beaucoup plus vulnérables qu'auparavant. Why earlier on I Et mentioned c'est la raison pour laquelle j'ai parlé auparavant de la nécessité the participation in infrastructure de projects, faire en towards sorte private que sector. les And projets private d'infrastructure sector et participation in autres those soient projects. I think the beauty about préparés de renewable, façon energy type adéquate. projects, Et ce qui est bien is that concernant des they are projets d'énergie decentralized and renouvelable, you're c'est able qu'ils to sont deliver on those décentralisés projects with, et on peut intervenir dans ces relatively projets less, avec government or relativement social interference, moins from a perspective, d'ingérence, and this kind of d'interférence places, de la part du gouvernement. onus Et la charge pèse. This kind of places onus on private sector to Donc, deliver sur on le secteur those projects. I think from a private privé qui doit sector point of view, intervenir. speaking Du more or point less de from vue a du private secteur equity point privé, of je view, parle private equity du is, point de vue des focused capitaux on privés. sustainable Et returns. And by ceci donc, sustainable returns, you're referring to quand on returns that parle are de believed in capitaux dans ce participation domaine, funds. c'est la And rentabilité, that la level question of de la focus on rentabilité. delivering Il infrastructure faut projects faire at en that sorte que level, les projets d'infrastructure et is autres actually what puissent être those rentables, que communities cela need and not fonctionne necessarily the et que dependence cela on the corresponde federal or aux national besoins government. des populations locales et des communautés locales.
et pas forcément ce que le gouvernement avait prévu ou n'a pas prévu. That's working. Well, I would say all three questions really deserve Je to go a little dirais bit que, more into depth. pour toutes ces questions, il aurait fallu donc approfondir, mais nous n'avons pas de temps malheureusement. Et je pense que notre coopération, notre intention a toujours été de voir faire en sorte que les choses soient durables et faire en sorte que pour les différents thèmes, comme le monsieur l'a dit, il faut assurer la sécurité alimentaire et faire en sorte que les populations puissent disposer d'eau. Il y a différents aspects. Bien sûr, on peut mettre l'accent sur l'énergie, sur l'eau, l'utilisation des terres pour la production vivrière alimentaire. Il faut discuter de tout ceci avec les communautés locales et voir comment on peut adopter une approche globale, demander l'assistance technique nécessaire pour les investisseurs locaux pour qu'on puisse trouver des solutions appropriées. Je pense que cette approche globale est nécessaire pour tout type de projet. Il y a également la question de la formation, et nous avons également comme volet nos interventions, la durabilité de la formation fait en sorte que des personnes formées sur place puissent assurer le bon fonctionnement des projets et quand l'assistance technique n'est plus disponible. Nous voyons clairement que, comme ceci a été dit au début, l'éducation est très importante. Et il faut que la maintenance des projets soit assurée, l'accès des communautés locales, des collectivités locales. Et pour ce qui est de notre ministère, nous faisons tout pour qu'il y ait l'accès à ces projets. Et ceci part de la capacité de tous ceux qui interviennent pour le projet. Ceci est nécessaire. Je sais qu'il y a une bonne marge de manœuvre, mais il est crucial que nous sachions renforcer les connaissances, surtout avec les communautés locales. Elles doivent savoir ce qui existe et bien sûr les techniciens, les investisseurs et les gouvernements doivent savoir ce qu'il faut faire à tout moment. Voilà, le dernier intervenant. Et soyez bref parce qu'on nous dit que nous sommes en train de dépasser. Le temps est parti. Nous avons une chaîne de froid là-bas en Afrique de l'Est. Mettre cela en contexte en Afrique du Sud. Il y a des possibilités qui existent, mais ailleurs, ce n'est pas facile, alors qu'il faut pour la distribution et autres assurer. Nous devons regarder à nous-mêmes, nous voyons ce qui se fait dans le reste du monde, nous devons voir ce qui est possible sur le continent africain avec la chaîne du froid. Et nous faisons venir la technologie, nous essayons de former sur place, mais certaines fois, là, pour la suite, la durabilité, ce n'est pas sûr que l'on puisse garantir cela. Nous sommes des professionnels de financement ici. Nous devons savoir quelles sont les limites de ce que nous apportons. Nous devons savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Et CEFA nous permet de régler les problèmes que nous rencontrons et nous aider à lever les différents obstacles. Et il y a une question qui a été posée concernant ce que CEFA peut faire davantage. Et CEFA intervient de façon souple
pour répondre aux besoins des communautés, à différents outils qui existent, qui peuvent être utilisés. Et ce que je voudrais ajouter, c'est l'aptitude à réagir de façon rapide dans des zones où il voit qu'il y a des possibilités qui s'offrent. Nous essayons donc de tirer les leçons de ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir réagir très rapidement. Nous avons vu des situations comme le Covid. Il a fallu donc faire en sorte que l'aide soit apportée très rapidement et que de lever les différents obstacles et régler les différents problèmes qui sont rencontrés sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites, Daniel, mais répondre à la question posée par le monsieur auparavant. Considérer les écosystèmes et s'assurer qu'une fois qu'on met en place un projet, l'écosystème soit favorable. Et si l'écosystème n'existe pas, il faut tout faire pour mettre en place ce qu'il faut pour faire durer le projet. Et CEFA et d'autres structures doivent pouvoir aider pour cela. Donc, applaudissez pour les membres du panel que vous avez entendu. Merci à tout un chacun pour ce qui a été fait. Nous avons constaté que la salle s'est remplie graduellement au fil du temps. Nous avons maintenant une salle tout à fait pleine. Nous avons eu un débat fructueux. On ne peut pas essayer de résumer ce qui a été dit. Nous n'avons pas de temps. Mais tous ceux qui ont parlé ont dit qu'il faut continuer à mobiliser du capitaux pour la transition énergétique en Afrique. Il est nécessaire d'avoir des plateformes souples et des structures qui permettent donc d'aider, soutenir CEFA pour que nous puissions aller de l'avant. Je vous souhaite des assemblées annuelles 2025 couronnées de succès. Merci.